Ok, donc interview Joe Amore, suite. Donc on était sur Nightmare, donc l'envol de Nightmare donc, se précise à Grenoble en 1983, lors d'un concert en ouverture de Def Leppard, qui apparemment ce concert vous aurait ouvert de nombreuses portes. C'était lors de la tournée Pyromania, alors c'est une vraie page d'histoire, ça... Ah, mais totalement. Non, c'était pour nous le début de quelque chose d'inespéré. Hein. Se retrouver en première partie de Def Leppard, surtout qu'on n'était que deux groupes, hein, du coup. Il y avait un deuxième groupe avec vous? Oui, non, on était deux Ah groupes. oui, oui d'accord, deux groupes en tout, ok. C'était vraiment une première partie, c'était pas faire partie d'un festival, quoi. D'accord. Et donc, oui, ça a été pour nous le début une entrée quand même assez... j'en ai des souvenirs incroyables. Notamment l'attitude des membres du groupe, de Rick Allen notamment. Qui avait deux bras encore à l'époque. Qui avait deux bras à l'époque, et donc l'année suivante, je crois, l'année suivante, ou 2 ans après, perdait son bras. Oui, je sais plus si c'est fin 84 ou en 85, ouais, c'est dans ces dollars. Et donc oui, un gars super qui est venu me soutenir pendant notre prestation, il était sur le côté de la scène. D'accord. Et après me donnant des conseils et tout, c'était vraiment quelque chose de, ah oui, en tant qui que m'a batteur, marqué. Oui, on a passé un petit moment ensemble à leur hôtel et tout, c'était quelque D'accord. chose de... Ah oui, c'est d'être des bons souvenirs. Ah ouais, aujourd'hui c'est impensable d'avoir ce contact-là avec un groupe de cette taille. Hein. Surtout ouais, voilà, quand on voit ce que Def Leppard sont aujourd'hui actuellement. Quoi. Mm-hmm. Ok, donc premier album Waiting for the Twilight en septembre 1984. Alors pour ceux comme moi qui étaient très jeunes à cette époque, est-ce que tu peux nous narrer un petit peu l'histoire de ce premier album? Premier album, alors c'était l'aventure pour un groupe français qui avait signé sur un label anglais. À l'époque, l'Angleterre quand même produisait avec les États-Unis la plupart des productions métal, hard rock, le terme. Oui, ça n'existait pas encore. Voilà, le métal était encore. Donc le hard rock. Et donc d'avoir signé déjà avec un label anglais, pour nous, c'était inespéré. Et en plus d'aller enregistrer en Angleterre, c'était quelque chose de... On en a des souvenirs incroyables. D'accord. Qu'on aime bien se rappeler avec notamment Yves Campion. Donc des très bons souvenirs d'après-studio, de soirée, et puis le fait de se retrouver dans ce bed and breakfast le soir avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des moments de folie, des moments de doute, des moments de... Voilà. Et c'était quand même une sacrée aventure. D'accord. Donc c'est à partir de cet album que vous passez à l'anglais, voilà, pour les textes. Pourquoi ce choix? C'est par rapport au label alors ou... Le label. D'accord. Le label qui nous avait dit donc qui être intéressé par nous et qui voulait nous signer que si on chantait en anglais. D'accord, c'était une condition. Tous les textes ont été traduits et réinterprétés en tout cas en anglais. Ok. Alors Jean Stripoli, il vous rejoint à la guitare pour ce premier album. Alors Nightmare a connu de nombreux changements de line-up déjà. Et du coup, dès le premier album, Yves Campion, c'est déjà le dernier membre d'origine. Attends, la question c'est quoi? Voilà, en fait, c'était que... Oui, Yves Campion, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, Yves Campion est le dernier membre d'origine. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur le premier album, de 1979, c'est le seul qui était déjà encore là, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, ensuite, on passe à Power of the Universe, qui est sorti en mai 85. Alors, on y retrouve un nouveau chanteur, en la personne de Jean-Marie Bois, qui est décédé depuis. Quel souvenir gardes-tu de ce dernier? Un super gars. En tout cas, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, comme tu le précisais, qui a disparu. Donc, un gars qui avait beaucoup de talent. Qui était parfois imprévisible, mais qui chaque fois qu'il prenait un micro, me mettait le frisson, quoi. Vraiment un gars qui avait non seulement des capacités vocales incroyables, mais en plus qui interprétait, qui vivait sa musique, son chant.
Et c'est ce gars-là qui m'a donné envie de chanter par la suite. D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est particulièrement sur Invisible Words. Invisible Words. Ouais, je trouve vraiment impressionnant. Quoi. Ouais, tout à fait. Morceau notamment qu'il a chanté d'un seul trait. Lors de la prise en studio, d'accord. En prise en studio, chant d'un seul trait. D'accord. Le producteur a tout gardé, il a dit non, là ça sert à rien de refaire, on va garder. Avec les imprécisions qu'il y a, hein, mais faut remettre ça dans son contexte, c'était dans les années 80. Oui. Aujourd'hui on retravaille tout, les petits par petits points, par petits trucs, c'est beaucoup plus précis si on a envie. On a des outils qui permettent, mais là il y avait l'interprétation. Et non, c'était vraiment un mec qui était vraiment bourré de talent, quoi. D'accord. Alors sur la réédition de 1999, on retrouve 6 titres live en bonus. Sais-tu à quelle date et lieu ceux-ci ont été captés? Ça remonte. Ça remonte. Rappelle-moi l'année de la réédition. 1999. 99, c'est lors du concert de 99, je crois. D'accord. Le concert de reformation. D'accord, c'était pas des lives d'époque en fait, c'était des lives, c'était des titres... Ah non, c'était des lives d'époque, oui. Oui, je confonds avec l'album live qui est sorti, oui, pardon. Okay. Oui, c'était des lives d'époque qui dataient notamment d'un concert qu'on avait fait aux alentours de Grenoble, à une ville qui s'appelle Les Bains. Concert qu'on avait partagé, la tête d'affiche partagée avec le groupe Présence. Oui, je connais le nom. De Grenoble aussi. Donc un groupe... un super groupe de l'époque, qui malheureusement n'a pas eu la notoriété qu'il méritait. D'accord. Un groupe des gars super et tout, notamment avec Patrick Lyotard, Il y a une question avec qui on travaille énormément. D'accord. Alors bon, du coup, tu quittes le groupe en 1986, 87 86. 86. Quelles étaient tes raisons? Alors j'ai pu lire qu'il y avait une moitié du groupe qui voulait se diriger vers du hard FM et l'autre qui voulait rester dans le Non, heavy. c'était pas ma raison. D'accord. C'était pas la mienne en tout cas n'était pas du tout. Non, moi c'était uniquement au niveau professionnel. Voilà. À ce moment-là, bon, pour la petite anecdote. J'avais réussi mon concours d'entrée à l'école d'infirmier. Et donc, le Nightmare, le groupe avait des ambitions de tourner, de faire des tournées, notamment en Angleterre, avec nos contacts de notre label en Angleterre. D'accord. Et donc, s'est posé la question, est-ce que je peux continuer à faire de la musique de façon aussi importante, tout en assurant ma formation d'infirmier? Et donc j'ai pris une décision à ce moment-là. D'accord. D'assurer mes arrières en faisant cette formation. Et voilà. Donc ça a été pour moi un déchirement quand même. Hein. Mais après, donc l'occasion pour moi de connaître autre chose et de me lancer sur autre chose au niveau musical en tout cas. Ok, donc c'est Temple. Temple, voilà. La naissance de Temple, je vais dire... quelques jours après ma décision de partir, donc décision prise en fin juillet 86. D'accord. Et début août, donc début de première répétition avec Temple, avec le retour du guitariste de Starbleak. D'accord. Avec qui j'avais joué auparavant. Tout début. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas une incohérence puisque tu reformes un groupe en fait, ou alors parce que il y avait moins de... Voilà, un groupe avec lequel il y avait plus cette... il y avait plus de label déjà. Oui, plus autant d'engagement. Et puis moi, que j'avais, au départ en tout cas, j'avais imaginé plus facilement gérable. D'accord. Voilà. Alors, donc Temple, donc, au début donc, tu étais à la batterie. Puis tu découvres ta vocation de chanteur. Donc la transition, donc c'est ce que tu disais, c'est par rapport à Jean-Marie Bois qui t'a incité un petit peu. Donc Jean-Marie Bois que j'admirais par sa facilité à interpréter les modes de chant, son chant, puis sa voix, son charisme, hein, on peut parler. Et donc voilà, pour l'anecdote, au départ, je devais être batteur de Temple. Oui. Donc on a fait quelques répétitions et
Et donc on a auditionné plusieurs chanteurs. Et j'avoue qu'on n'était jamais satisfait par ce que nous proposaient les chanteurs. Et donc la sono est restée dans mon local de répétition, chez mes parents donc. D'accord. Et un jour, les collègues ont dit, parfois je prenais le micro, à la fin de la répétition, je prenais le micro et je fredonnais, j'essayais de chanter. Et c'est là que les autres collègues m'ont dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas le chant? Ce serait plus facile de trouver un batteur que de trouver un chanteur. Donc voilà, c'était un challenge. Je me suis dit, pourquoi pas, en effet. Voilà. Et je me suis lancé sur le chant. Et en effet, on a trouvé très rapidement un batteur. Et du coup, David, il avait déjà un bon niveau à cette époque ou pas encore David déjà, bien sûr. Donc du coup, pourquoi ça n'a pas été lui en fait? Ça n'a pas été lui parce qu'il était, à l'époque quand même, il faut dire, c'était très difficile d'être membre de plusieurs groupes. Il y avait plusieurs groupes, c'est ça? Non, mais il était déjà dans un groupe. Okay. Il était dans Shining, dans Archange, et je ne sais plus dans lequel il était exactement à ce moment-là. Et à l'époque, comme on travaillait, on répétait beaucoup. C'était le seul moment où on pouvait travailler ensemble, la composition, le processus de composition était très prenant parce qu'il fallait répéter, nous on répétait 2-3 fois par semaine. Donc on ne pouvait même pas imaginer d'avoir un deuxième groupe à l'époque. D'accord. C'était difficile. C'est pour ça que David n'était pas dispo. Oui, d'accord, ok. Voilà. Alors, apparemment, il y a 3 démos qui ont été enregistrées entre 1988 et 1990. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les line-up de l'époque et ces démos sont-elles écoutables quelque part? Toujours pareil. Les démos, c'est des cassettes. Et je me revois en train de faire les découpages pour la pochette de cette fameuse, la jaquette de cette fameuse cassette. Donc tout était fait artisanalement, donc c'est très difficile de les avoir aujourd'hui. Certaines personnes me les ont ressortis récemment, là. J'étais étonné d'ailleurs. Et donc le line-up n'a pas trop bougé. D'accord. Donc le line-up c'était Michel de Nicolas, donc le guitariste de Starbleak. Ok. Donc pendant toute cette période-là. Par contre, on a eu un deuxième guitariste. Oh mince. Voilà, j'ai son nom au bout de la bouche. Bon, je vous redonnerai son nom. Un gars super sympa d'ailleurs, avec qui j'ai gardé les contacts, qui est maintenant, je crois, dans le nord de la France. D'accord. Et sinon, à la basse, on a eu Jeannot d'Alessandro. Donc ça a été lui pendant tout le long en fait. Il n'a pas changé. Et le batteur aussi, donc Julien Rousset. D'accord. Julien Rousset. Donc qui t'a remplacé au début. Qui m'a remplacé et qu'on a gardé. D'accord. Donc après, le seul changement, ça a été la guitare. Ok. Donc en 93, je crois, 92, l'arrivée donc et remplacement de Michel par Christophe Godin. Ok. Voilà, le principal changement étant le changement de guitariste. D'accord, alors justement Christophe Godin, j'ai pu l'interviewer en avril dernier. Et concernant l'album, je lui disais que je trouve qu'il sonne très Van Halen et que ton chant me rappelle beaucoup Sammy Hagar sur cet album. Quelle est ton opinion à ce sujet? Et est-ce que ce n'était pas un peu risqué de sortir un CD de ce style en pleine période grunge, puisque c'était 95 la sortie? Ça a été difficile. Hein, l'accueil, le public s'était totalement orienté en effet vers un autre style de musique. Mais il y avait des groupes quand même qui nous influençaient, qui en tout cas qui marchaient bien, notamment Van Halen et Extrême. Oui. Donc c'était nos influences de l'époque, c'était assez ça. Et d'ailleurs, ça se sent bien quand même au niveau des compositions. Carrément, oui, j'ai l'impression d'entendre la suite de Balance en fait. Et Van Halen, en effet, avec l'arrivée de Christophe Godin, son talent quand même de guitariste a permis quand même d'avoir ces influences-là. Ouais. D'accord.